Affiner son sens de vision, deuxième partie. Un beau bonjour à tous et à toutes. Donc, une semaine est passée pour vous. Nous, c'est seulement quelques secondes, mais on était très impatients de poursuivre parce qu'on veut découvrir certains secrets. On va essayer d'extirper de Ray. Et Ray, ben, on est conscient, comme il l'a dit, il y a plusieurs années derrière la cravate. Donc, il y en a beaucoup à nous partager, mais je vais essayer de vous inviter, tout le monde, à réfléchir à ça va être quoi la pépite. La petite chose dans ces deux épisodes-là, juste une, qui va faire la différence dans votre vie, que vous allez vous approprier, que vous allez faire quelque chose avec. Parce que c'est bien beau de dire « je me l'approprie », si on ne fait rien avec, ça ne va rien changer. Donc, c'est le petit challenge que je vous lance. Je suis encore en compagnie de Ray Vincent et François. Genre, vous allez toujours bien depuis tantôt, mes amis? Très bien. On continue l'aventure. Excellent. Fait qu'on va se lancer direct. Fait que j'ai une série de questions, puis en rafale. Là. Fait qu'on veut que ça soit rapide, on veut que ça soit dynamique. Puis, Ray, ben, dans le fond, va nous partager, mettons, une partie de son savoir là-dessus, sur le principe. Ça peut être en général, ça peut être sur un exemple. Puis moi, puis Fuji, ben, on va essayer de faire un lien avec le trading parce qu'il faut respecter quand même le sujet, dans le fond, du podcast. Donc, on commence, mon Ray. T'es prêt? Yes! Comment notre vision du monde va influencer nos actions? Comment notre vision du monde va influencer nos actions? Moi, je vais me donner des références vérifiables. D'accord? OK. Première référence vérifiable, que ça a été très long pour moi à incorporer dans ma vie, sur le plan spirituel, si tu veux, parce que ma première impression, c'était de devenir riche pour ne pas me chicaner. D'accord? Et tu travailles pour devenir riche, tu travailles pour faire de l'argent. Et ça, c'est ponctuel, ça. C'est l'argent rentre à tous les jours, à toutes les semaines, puis tout ça. Dans le livre Réfléchissez, devenir riche, dans les secrets que Napoleon Hill a demandé aux gens riches et célèbres de l'époque, comme Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, quelle est vraiment l'essence de l'âme de votre succès? Puis je vais le répéter volontairement. Quelle est vraiment l'essence de l'âme de votre succès? Et il répond, la qualité du service que tu rends proportionnelle à l'argent que tu veux gagner. OK. Ben moi, là, j'ai pas compris ça les premières années, que le service, c'était quelque chose de spirituel, d'émotif. Le service, c'est une mission, dans le fond. Tu sais, le grand militaire, il part en mission pour son pays. D'accord? Il va peut-être se faire tuer, se faire blesser, se faire handicaper, il va peut-être se faire prisonnier. Il est en mission. L'athlète professionnel, il est dans une autre mission. Je fais ça pour mon père et ma mère. Tout le monde connaît ce plan hollywoodien de Rock. Tu sais, le lutteur qui mesure 6 pieds 4, qui fait des films extraordinaires. Lui, dans sa mission de devenir riche, il voulait acheter une maison à sa mère. C'était son focus, c'était sa vision, c'était sa mission. Alors moi, je jumellerais le mot vision et mission, où la mission n'est pas ancrée seulement sur l'aspect numérologique de l'argent, mais l'aspect de l'outil que l'argent nous permet de faire. Comme par exemple, beaucoup de gens riches et célèbres, dans leur mission, vision, ils vont octroyer un pourcentage de leur argent pour l'hôpital Sainte-Justine, disons, pour les enfants, ou l'Institut de cardiologie. Alors, beaucoup de grands athlètes ou de grands philanthropes, ils ont un pourcentage dans leur vision, dans leur mission de philanthropie. On le sait de plus en plus que ça permet de garder nos valeurs profondes. Alors, pour moi, la vision égale mission égale service.
Et selon la qualité du service que je suis prêt à rendre, bon, je vous donne un exemple dans le moment présent. Tout le monde connaît Amazon. Tout le monde connaît Amazon. Moi, je suis impressionné par la qualité du service. Bon, j'écoute un podcast de Jeff Bezos. Jeff Bezos dit « La mission obsessive, et je vais répéter, obsessive d'Amazon est le service à la clientèle. Obsessive. Qui a fait d'Amazon des milliards. Ouais. Mais ça, là, ça ne s'est pas fait dans une journée, là. Ça s'est fait à l'origine. La mission obsessive d'Amazon, c'est le service de la clientèle du consommateur. Ça m'amène une réflexion, Ray, ouais. Parce que là, tu parles d'obsession. Là, j'essaie de faire un parallèle avec le trading. Parce que quand tu parles de service, tu dis, OK, on fait ça comment? Tu sais, faire un parallèle. Mais on sert notre mission, on sert notre démarche. Et effectivement, les traders qui réussissent, là, j'ai envie de regarder François quand je le regarde du coin de l'œil comme ça. Il y a une obsession qui vient avec ça. Voilà. Puis ce qui est le défi, c'est qu'elle ne doit pas être maladive. Oui, c'est ça, une obsession magnifique. Napoléon Hill, il a pris ça. Ouais. Une obsession magnifique. Des fois, ça peut virer maladif. Mais Patrick puis Ray ont raison encore là avec l'explication de Ray. J'ai écrit un article blog là-dessus. En anglais, on dit « trust the process ». Croire au processus. Oui, l'argent, c'est la finalité. Mettons, on parle de bourse. Là. L'argent, réussir, c'est la finalité. Mais si on croit au processus puis on est discipliné, l'argent va venir. Ouais. Faut pas focusser, je veux juste faire de l'argent. Focus sur le processus, là, sur bien transiger, sur bien appliquer les trucs que... Service à la clientèle, quand tu es trader, service à la clientèle, si tu respectes tes règles, puis si tu es discipliné, puis si tu écoutes quand le marché te parle, mais au bout de la ligne, ça devrait fonctionner. Mais encore là, ça se résume un peu comme on a parlé à l'autre podcast, la discipline. Ouais. Bref, pour faire un lien avec ce que Ray dit, c'est croire au processus. Ouais. C'est ça. Comment je peux vous dire ça? En fin de semaine, j'ai fait une conférence dans un groupe immobilier. Puis il y avait le témoignage d'un investisseur immobilier. Que je vais taire le nom par respect, mais c'est très élogieux le témoignage qu'il fait. Il dit, j'arrivais chez nous dans ma Ferrari, dans mon domaine. Je rentrais dans mon salon seul et je pleurais. Et pour apaiser ma douleur, je buvais une bouteille de vin. Et j'ai été 4 ans sous, mais j'ai conservé mon commerce parce que pour moi, c'est important. Et j'ai trouvé la façon d'être heureux dans mon fils. Alors, son fils est devenu sa mission. Okay. Est-ce que c'est l'image que je vais laisser à mon fils d'avoir un père millionnaire et un père sous? Qui n'est jamais là, mentalement. Alors lui, sa mission n'était plus de faire exclusivement de l'argent, parce qu'il l'avait. Il est déjà multimillionnaire, Ferrari, domaine, et ainsi de suite. Mais sa mission, c'est son fils, l'image qu'il laisse à son fils. Tu comprends? Alors... plus grand que soi. Tu me disais ça. Oui. Plus grand que soi. C'est plus grand que soi. Napoléon Hill dit dans son livre, puis après ça, je vais vous parler de Warren Buffett et Ray Dalio. Napoléon Hill dit dans son livre que tous les hommes et les femmes riches et célèbres qui restent ancrés dans leurs valeurs ont tous un tribut spirituel. Tous un tribut spirituel. Je vais expliquer le tribut spirituel comme étant une partie de ta mission. Tout le monde connaît Céline Dion. Centimillionnaire. Okay? Mais Céline Dion, elle a aussi dans son méga succès, un tribut spirituel, qui est l'hôpital Sainte-Justine dans la dystrophie musculaire. Alors, elle va consacrer une portion de son temps, une portion de son argent à l'hôpital Sainte-Justine. Et ça la ramène dans ses valeurs, en disant, ben moi, je ne suis pas exempte de ça. D'ailleurs, on le sait, elle a eu une maladie assez rare, la maladie de l'homme raide, là, je ne me souviens plus du nom scientifique, là, qui a mis une parenthèse dans sa carrière. Alors, avant de vous parler de Warren Buffett et Ray Dalio, je vais vous parler encore une fois de
Napoléon Hill, qui dit à l'âge de 84 ans, Napoléon Hill écrit un livre. Parce que lui, sa mission, c'était d'étudier le secret des hommes riches et célèbres. Il dit dans son livre, à l'âge de 24 ans, que la plus grande et ultime richesse, c'est d'être riche dans la paix d'esprit. D'être riche dans la paix d'esprit. Je te coupe, mais on se l'est tout fait dire, ça. Ma grand-mère a dit, des fois, elle me disait souvent, hey, je suis riche dans mon cœur. Tu sais, être riche dans son cœur, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Et moi, j'ai une connaissance qui est très riche financièrement, avec un fils, 2 psychoses, drogué, alcoolique. Il est rentré dans le métro, il a sauté ses rails, il voulait se suicider. Il est revenu des rails juste avant que le train passe. Et il me dit la chose suivante. Il n'y a pas une nuit que je me réveille en cauchemar, en transe, avec l'inquiétude d'apprendre le suicide de mon fils. Même si j'étais milliardaire, je ne suis plus en paix. Mm-hmm. Je ne suis plus en paix. On ne le condamne pas, là, loin de là. Non. Mais il a toujours corrompu son fils en lui donnant tout sans que son fils le mérite et le gagne. Ouais. Je vais vous parler de Warren Buffett, Ray Dalio. Warren Buffett, un maître trader, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Un maître investisseur. Ah, OK. Alors, merci de la précision. Vous me corrigerez, les amis, si j'ai tort. Warren Buffett, j'ai lu ses livres, ses biographies, tout ça, je ne le connais pas personnellement, dit si tu investis à court terme à la bourse, n'investis pas. Parce que c'est dans la patience et le temps que tu t'enrichis. Ça, c'est resté dans ma tête. Oui. Ça, c'est Warren. Ray Dalio dit sensiblement la même chose. OK? Warren Buffett, on dit qu'il lit 5 heures par jour. Oui. Il lit 5 heures par jour. Encore aujourd'hui? C'est ce qu'on entend. Ça se peut, mais 5 heures par jour, c'est de la lecture. intense. Là. Écoute, il y a du temps. Lui, il doit avoir plus que 24 heures dans sa journée. Regarde, quand tu étudies le profil de l'investisseur de Warren Buffett, c'est un autiste léger. Ah, OK. Un autiste léger. Avez-vous... Oui. Avez-vous vu Rain Man? Oui. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise? Un classique. Rain Man, c'est un autiste. Donc, il est constamment répétitif dans ses actions. Mais tu as différents degrés d'autisme. Alors, Warren Buffett est un autiste léger. Depuis son enfance, il a commencé à investir, il avait 14 ans, vous savez. Ray Dalio a commencé à investir, il avait 12 ans. OK. Impressionnant. Ray Dalio, je ne sais pas, lui, je ne connais pas à 100% son profil, je suis en train de l'apprendre, là. Mais Warren Buffett, je pense qu'il avait acheté sa première action d'une compagnie. Il avait payé, je pense, 20 $. Il avait 14 ans. 14 ans, c'est ça. Il avait acheté des actions de sa ville, des actions municipales. OK. Avec sa sœur. Et lui, Warren Buffett, il a vendu ses actions, sa sœur les a gardées. Et c'était sa première leçon. Comme investisseur à la bourse, c'est le temps qui fait que tu deviens riche. Tu comprends? Alors, effectivement, quand on voit la courbe de richesse de Warren Buffett, c'est une courbe exponentielle. Là, ça monte tranquillement, puis après, je sais pas, 10-15 ans, c'est là que ça l'explose. Puis exact. Je pense qu'à 40 ans, ou entre 40 et 50 ans, il est un multimillionnaire, là, peut-être milliardaire. Oui. Une chose que je voudrais aborder avec vous autres, que j'ai pris conscience aussi avec les années, c'est que le mindset, c'est 80% du succès. Facile à dire, à faire, c'est 2. La technique, c'est 20%. J'enseigne, moi, dans le monde de l'immobilier, que vous allez avoir 2 formes de gestion à faire dans votre vie. Jusqu'à temps que vous allez mourir. Et c'est pas ponctuel, là, c'est éternel. Vous allez avoir une gestion économique, c'est 2 plus 2 font 4, tout le monde sait compter. Ça, c'est sûr. Ça, c'est 20%. Mais dans votre cheminement de carrière, le 80% de mindset va faire la différence. Mais on l'identifie comment, le 80% de mindset?
dans la gestion émotive des rejets. Des rejets ou des échecs ou des rejets, vraiment? C'est ça, un échec d'un rejet. OK. Alors, quels sont les rejets? Il y a plusieurs formes de rejet dans une vie. Bon, un divorce, c'est un rejet. La perte d'un être cher, c'est un rejet. Une faillite financière, c'est un rejet. La maladie d'un enfant, c'est un rejet. On fait une offre d'achat en immobilier, on a 200 rejets sur un pour avoir vraiment le bon deal. Je crois que dans l'investissement ou dans le trading, vous aviez beaucoup de rejets. On a Beaucoup de gestion émotive à faire. Il y a un blanc, mais il y en a. Vas-y, François. Alors, allez. Ah, OK, je vais y aller. Non, mais encore là, dans la même direction de Ray, pour la bourse, on pourrait dire la loi de Pareto, puis même dans la vie, tu sais, la vie, c'est pas juste des trucs positifs qui arrivent. On a beaucoup de rejets, là, un peu comme Ray a dit, il y a plein de choses graves, mais les petits échecs, là, on en a plein. Là, n'importe quoi, tu sais, une mauvaise note à l'école pour un enfant, un adulte, je m'en vais au Costco, mon magasin préféré, puis Colin, je veux acheter quelque chose, puis il n'est pas là, un rejet, je suis frustré. Non, mais avec la bourse, c'est la même affaire, là, plein de trades négatives. Mais tu sais, la loi de Pareto, 80-20, 80% de rejets, mais le 20% de trucs positifs qui nous arrivent, ça compense pour tout le reste. Là. Fait que tu sais, c'est ça. La bourse, c'est la même chose. Là. Fait que continuerai. Parce que dans la gestion des émotions, du rejet, évidemment, moi, j'enseigne dans le mindset de l'immobilier. On est à Longueuil, on donne un coaching. Il y a un gars qui vient me voir et me dit « Je pense que tu as parlé à ma femme la semaine passée. » Mais je ne la connais pas, ta femme. Oui, mais il dit « Elle a dû lire dans tes pensées, elle a fait de la télépathie. En tout cas, tu as parlé, puis elle m'a ramassé. » Elle lui dit la chose suivante. « Écoute, depuis que tu fais de l'immobilier, j'ai perdu mon conjoint, j'ai perdu le père de mes enfants, je t'ai perdu. Dans ton obsession qui est devenue maladive, tu te lèves le matin, on dort, tu arrives le soir, on dort, puis c'est 7 jours par semaine. Est-ce qu'on a encore de la place dans ta vie, dans ton obsession immobilière? » Et là, lui, ça l'a shaké, là. Je te parle de lui et je peux t'en parler d'un nom, je ne mentionne pas le nom nécessairement. Oui, je vais mentionner le nom parce qu'il me donne la permission de le faire, là. Qui est un des coachs dans le club qui s'appelle Philippe Dutremblay. Tu connais Patrick, peut-être Philippe Dutremblay? Oui. OK, Philippe Dutremblay, qui est un obsédé positif, fait de l'immobilier intensément en 3 ans. Et 3 ans plus tard, sa conjointe dit « Philippe, il faut que je te parle. » Elle lui dit « Est-ce qu'il te reste du temps pour une vie de couple? » Parce que c'est profond, hein? C'est profond. Oui. Est-ce qu'il te reste du temps pour une vie de couple? Parce que depuis que tu fais de l'immobilier, c'est 7 jours par semaine, du matin jusqu'au soir. Je vais travailler, je dors. Elle est infirmière en plus, tu reviens travailler, je dors encore, c'est 7 jours par semaine. Respectueusement, avec amour et par amour, si tu n'as plus de temps pour une vie de couple, je comprends, mais moi, j'ai besoin d'une vie de couple. Là. Alors lui, il a eu à faire un choix. Puis il en parle dans le club. Il a eu à faire un choix. Alors, il a fait une entente avec sa conjointe qu'à 6 heures le soir, il fermait son téléphone d'affaires. Et le samedi, le dimanche, son téléphone d'affaires était fermé. Parce que sa vie de couple est devenue partie intégrante de sa priorité. OK? Et comme il dit, oui, peut-être que je vais perdre des bons deals. Mais des bons deals, là, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Exact. Et aujourd'hui, Philippe Dutremblay, qui a 35 ans, possède personnellement au moins 600 logements, puis en gère au moins 1000. Puis encore aujourd'hui, son téléphone est fermé à 6 heures. Là. Oui, il trouve à 5 heures le matin. Matin. Mais avec l'avenue de l'électronique puis de l'Internet, le téléphone, on est ultra connecté. Mais quand on prend un recul, fermer ton téléphone à 6 heures puis la fin de semaine, c'est facile, entre guillemets. C'est ça la vie. Mais on est maintenant tellement connectés. Là. C'est la discipline, François. C'est la discipline émotive. Tu parles de conjointe, de
d'investisseurs immobiliers. C'est la même affaire pour les négociateurs. Là. Quand on était sur le marché, c'était pas... tu sais, nous autres, je le dis souvent là, avec du monde avec qui je travaille, j'ai dit, je suis pas nécessairement... Je peux être un modèle, là, mais je suis pas nécessairement un modèle. Tu sais, on travaille fort, puis... On peut être un modèle parce qu'on travaille fort, mais dans le sens... Bon, mais intelligemment. Oui, je sais, mais tu sais, on n'a pas de vie, là, dans le sens que Colin, à 7-8 heures le soir, on regarde des graphiques. Des fois, je me réveille à 2 heures, puis Colin, il me semble que j'aurais dû faire ça hier à la place. Tu sais, le hamster, il tourne tout le temps. Fait que il faut une hygiène de vie, que ce soit la bourse ou... Ce qui va me permettre de parler de Ray Dalio, que vous avez comme référence. Oui. Ray Dalio dit dans son livre « Principles » que ce qui l'a sauvé, lui, dans sa carrière, mentalement, émotivement, c'est la méditation. C'est vrai. OK. Alors, je vais l'exprimer à ma façon. Évidemment, il faut prendre les mots de Ray qui sont dans le livre Principles. Alors, j'invente rien. Ray Dalio, à une certaine période de sa vie, lui-ci, il est dans le rat race. Et puis là, il sent très bien qu'il est en train de se perdre émotivement. Et il entend l'histoire des Beatles. Tout le monde connaît les Beatles, qui ont été dans les années, vous savez, les méga vedettes planétaires. Là. Encore aujourd'hui, en 2024, si je mentionne le nom Beatles, les jeunes les connaissent, les Beatles. Mm-hmm. Tu comprends? Et tout ceci est vérifiable sur l'Internet. J'invente rien, les amis. Là. Allez voir. Allez vraiment aux sources. La femme de George Harrison, elle est consciente que les Beatles sont des vedettes planétaires. Mais elle est devenue consciente qu'ils étaient sur une pente descendante, une pente là, très douloureuse où ces gens-là, là, la drogue, la boisson, les femmes, tout, là, étaient pour les emporter comme principe. Alors, la femme de George Harrison va voir en Angleterre un maître méditant qui s'appelle Maharishi Mahesh Yogi. Si vous allez sur l'Internet, vous allez voir Maharishi International University aux États-Unis. Maharishi International University. Maharishi, c'est un maître yogi qui enseigne la méditation transcendantale. Et elle va suivre ces cours-là, puis elle dit à George, elle dit, tu sais, là, mon amour, là, on s'en va en perdition, là. La drogue et l'argent, là, il n'y a plus de limite dans rien, là. Et si on s'en va en perdition, on va manquer notre mission, là. Et faire une histoire longue, courte, les Beatles, les 4, d'ailleurs, vous allez trouver ça sur l'Internet, j'invente absolument rien, là, sont allés voir Maharishi Mahesh Yogi, puis ils lui ont dit la chose suivante. Nous considérons la possibilité que dans notre succès planétaire, on se perde là-dedans. Quelle serait la façon que vous pourriez nous suggérer de ne pas se perdre, soit émotivement, soit et ainsi de suite? Et Maharishi dit la chose suivante. Plus tu es fort, plus tu es puissant, plus tu as besoin d'être sous ton contrôle. Plus tu es fort, plus tu es puissant, plus tu as besoin de te contrôler. Mais pas une fois de temps en temps, tous les jours. Alors, sa philosophie de méditation transcendantale, puis Ray Dalio en parle, c'est que prends l'athlète professionnel qui va jouer une game de hockey ou une game de football, là, il s'est donné à fond. Là. Qu'est-ce qu'il a besoin en fin de la journée? Récupérer. Mm-hmm. Il a besoin d'un massage, il a besoin d'aller dans le bain tourbillon. Il a besoin de se ressourcer. Et s'il ne le fait pas, il est en phase décroissante. Alors, Maharishi explique aux Beatles, vous êtes tellement intense, votre succès est tellement planétaire que si à tous les jours, vous ne reprenez pas contrôle et contact avec vos sources, vous allez vous perdre émotivement, vous allez capoter. Et il leur a suggéré la chose suivante. OK? 3 périodes de 20 minutes par jour en méditation où tu mets ton cadran et tu fais, on appelle ça un mantra, en fait, en méditation transcendantale, c'est un mot sanskrit
pour rééquilibrer tes énergies. Parce que en étant un obsessif, en étant un passionné, en étant un trader, tu es passionné devant ton écran. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut toujours que tu sois là. Ding, ding, ding. Et Ray Dalio, lui, il dit, ce qui m'a sauvé, c'est la méditation quotidienne. Lui, il dit dans son livre que toute sa vie, comme c'est un investisseur ou un trader, lui, là, le Brenner, je le bon. OK. Toute sa vie, il s'est imposé impérativement, et je répète volontairement, imposé impérativement 2 périodes de 20 minutes par jour, matin et soir, pour retrouver sa source et ses racines dans sa méditation. Allez sur l'Internet, allez voir Ray Dalio on Meditation. Des petits podcasts d'1 minute et demie, 2 minutes, vous allez voir un petit peu l'essence de sa pensée. Alors, moi, à 80, qui donne des conférences de 20 minutes ou 45 minutes ou des formations, des séminaires de 3 heures, comme j'en donnais dans Montréal le 11 juin. Là. Tu sais, là, je médite 3 périodes de 20 minutes. Je me l'impose d'une façon impérative. Évidemment, je n'ai pas votre âge, j'ai 80. Je n'ai pas de blanc de mémoire. Puis quand je donne une conférence, je suis vraiment présent, je suis vraiment hot. Mais je vous donne un exemple. Samedi passé, qui est très récent, je suis à la convention à 9h moins quart le matin. Je parle à 1h30 d'après-midi. C'est une longue journée pour moi et pour tout le monde. Moi, à l'heure du dîner, je m'excuse à ma femme qui est là avec moi et je m'en vais dans mon auto et je m'en vais pendant 20 minutes méditer avant ma conférence. Donc, quand je suis revenu de ma méditation de 20 minutes, moi, tout mon focus, j'avais créé un firewall entre mon avant-midi et ma conférence que je donnais à 1h30, 2h moins quart. Et j'ai donné une conférence qui a duré 45 minutes. Et je ne suis pas passif, moi, là, dans mes conférences. Patrick, qui me connaît, là. Oui. Je suis vraiment, vraiment, vraiment actif. Je suis passionné, je suis un obsédé. J'adore ce que je fais. Je remercie l'univers pour être capable de le faire encore. Tant que je vais respirer, je vais le faire. Alors, je répète en vous disant, plus vous êtes fort, plus vous êtes puissant, plus vous devez de contrôler cette énergie-là et cette force. Et c'est pour ça qu'on l'enseigne maintenant scientifiquement. On le sait maintenant, je vous donne des références. Le docteur Bruce Lipton, qui est possède un doctorat en biologie cellulaire, physicien quantique, un pionnier dans le clonage des cellules souches, dit que quand tu changes ton mindset ou tu modifies ton mindset, la biologie de ton corps change. Vous avez maintenant le Dr. Joe Dispenza, qui est un neuroscientifique originairement un chiropraticien, qui enseigne ça aussi. Patrick, tu connais Patrice Ménard de Sénard? Ben oui. Qui ont suivi tous les cours avec Anthony Robbins, Grant Cardone, Vanderchuck, viennent d'aller suivre un séminaire d'une semaine avec Dr. Joe Dispenza. Et le Dr. Dispenza, avec son groupe de scientifiques, démontre visuellement le changement du cerveau au niveau biologique. Au niveau biologique. Ton cerveau change comme un muscle. Change comme un muscle dans le maintien de ton mindset. Pour faire un lien avec la bourse, là, moi, je le répète souvent, c'est comme une game de golf. Un match de golf, à chaque trou, il faut faire un reset. À chaque journée. Parce que sinon, les événements de la veille vont nous affecter. Puis, tu sais, moi, c'est juste une analogie, mais là, on a peut-être la technique. C'est peut-être, tu sais, la méditation, comme il parle. Puis, c'est pas moi qui parle de méditation. Non, mais c'est... Tu sais, moi, tu parles, fait que le hamster tourne. Moi, sur le floor, quand j'étais sur le parquet, il y en avait 2. Il y en avait 2 qui faisaient de la méditation. Tu sais, t'en parles, là, puis Colin, c'est ça. Il y a un, le midi, là, il partait, faisait sa méditation 20 minutes. Un autre, je pense, c'était 2 fois par jour. Puis, c'est ça. Tu sais, c'est une bonne solution. Fait que bref, faire un reset à chaque jour,
comme le golf, comme un match de golf. Sinon, on devient pas bon si on focus tout le temps sur notre mauvais trou avant. Puis la clé, c'est peut-être la méditation. Mais bref, j'aime ça, ce podcast-là. Je vais lire. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Je vais commencer à lire un peu. Parce que Ray Dalio est dans votre domaine aussi jusqu'à un certain point. C'est une référence hyper crédible. Oui. Hyper crédible. Là. Je vais mettre les liens. Je vais trouver les liens pour la méditation. Parce que vous allez sur l'Internet, Ray Dalio on Meditation. Vous avez un petit podcast d'une minute et demie, 2 minutes et demie, 3 minutes. Et, je vais les trouver. Puis je vais ça pour être riche, il est déjà milliardaire. Exact. Et sa mission... Les amis, je voulais faire un genre de pot-pourri blitz, mais Ray, il est autosuffisant. Il part, mais beaucoup de pépites. Moi, j'ai déjà plusieurs pépites d'or, donc c'est des Golden Nuggets. Ça, c'est vraiment pour moi... mais là, j'aimerais, parce que ça fait quand même déjà 30 minutes, cet épisode-là, j'aimerais te demander, Ray, si tu as une chose, parce que là, pour finir, là, si tu as une chose que tu aimerais qu'on garde, là, ça peut être quelque chose que tu as dit ou quelque chose que tu dis, ça, c'est vraiment important. Si tu as une chose à léguer dans toute ta carrière, ça serait quoi, mettons? Respectueusement, c'est de conserver notre paix d'esprit dans notre richesse. C'est vraiment ça. Hein? Oui. Parce que, encore, quand j'ai entendu le témoignage de cette personne-là samedi, il dit, j'arrive dans ma Ferrari, dans mon domaine, je pleure, je suis seul et je me saoule pour m'engourdir. Et ce qui m'a sauvé, c'est ma mission de redonner à mon fils une image constructive de son père. Parce que lui, il n'a pas une belle image. Là. Pour lui, la richesse, ça va être un calvaire. Parce qu'il n'était pas en paix. Il dit, maintenant, je suis sobre et je suis en paix à être devenu riche dans ma Ferrari. Parce qu'il y a encore une Ferrari, là. Oui. La différence entre réussir sa vie ou réussir dans la vie. Dans la vie. Ça, tu peux réussir dans les deux. Tu peux réussir dans les deux. Ce qui était le conflit, moi j'ai vécu un conflit pendant des années entre le fait d'être un missionnaire, prédicateur, et parce qu'on a besoin d'argent pour vivre, on va chez Provigo, il faut payer, là, tu sais, je veux dire, ton hypothèque et ainsi de suite, là, ou ton auto ou n'importe quoi, ou tu payes cash, ça prend un certain minimum d'argent pour vivre. Et moi, ma mission numéro 1, c'était d'inspirer, c'était pas de faire l'argent. C'est venu avec les années où j'ai réalisé que c'est le fun d'inspirer, puis c'est le fun de payer mon Provigo aussi. Mais c'est ça, tu sais, toi, inspirer le monde, c'est le processus, puis tu crois à ce que tu enseignes, puis tu crois à les histoires que tu racontes, puis l'argent, on ne peut pas savoir ta situation financière, mais tu sais, l'argent est venu par après, là. Tu sais, tu l'as dit, toi, c'était pas l'argent en premier, tu sais, c'était vraiment inspirer le monde, puis après ça, ben, tu sais, tu gagnes ta vie de ça, je crois, Ray, là. Donc, l'argent est venu par après, là. Oui, l'argent est devenu une source d'auto-sabotage pour moi parce que je suis devenu riche très jeune. Vous savez, je dis ça avec beaucoup d'humilité. J'étais le conférencier au Québec dans les années 80 qui donnait 300-400 conférences par année. Le plus riche financièrement, mais avec un taux de culpabilité tellement profond que tu fais tout pour te dilapider parce que quand tu viens d'une famille d'amour qui a des manques financiers puis toi, tu es riche, craqué, tu te sens malheureux parce que tu es tout seul. Tu es complètement seul. Tu rentres seul dans ton hôtel. Tu rentres seul dans ta limousine. Tu es seul, complètement c'est pour ça qu'il faut en faire profiter, nos amis. Mais d'une façon, la famille. De façon intelligente et équilibrée, là. Mais moi, vu que j'étais un excessif, c'était tout. Là, je veux dire, c'était l'époque de mon auto-sabotage. Évidemment, j'ai réussi à guérir ça avec les années, là, où c'est bien certain que peu importe mes revenus financiers, je ne donne pas tout, mais pour moi, ma famille, c'est priorité numéro 1. Là. C'est pas quand je vais être mort qu'ils vont hériter. C'est aujourd'hui, maintenant, quand je peux voir le bien que je peux faire. Sans les corrompre, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre choyer les gens qu'on aime et corrompre les gens qu'on aime. Vous savez? Grosse différence. Moi, je les corrompais à l'époque. Je les corrompais. Parce que je leur donnais tout. Sans restriction. Je ne leur donnais pas la chance de gagner leur propre pain. De leur donner vraiment valeur à leur travail.
Félix Leclerc, il avait dit, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire. Exactement. Mais sans qu'il le bâti tout seul. Oui. Pour s'accomplir. Ah, c'est ça l'autosabotage, tu sais, je veux dire. Exact. Puis moi, maintenant, je donne des sessions sur l'autosabotage. Puis l'autosabotage, c'est insidieux, hein, c'est 95% inconscient. C'est clair. Ouais. Écoute, ça serait facile d'en parler pendant 200 heures. Puis j'avais presque oublié ça. Ça me revient. Tu as un bagage incroyable. Ça n'a pas pris la forme que je voulais au départ dans ma tête, mais la vie, c'est ça, puis c'est des belles surprises. Puis je vais aller quand même vers la conclusion parce que toute bonne chose a une fin, mais j'espère que pour ceux qui écoutent, que vous avez trouvé votre pépite, que vous avez trouvé la chose qui va vous inspirer, puis j'espère que vous allez vraiment la prendre avec sérieux, puis l'apprivoiser, vous l'approprier, puis la travailler. Parce que c'est ça que je retiens aussi, la vision, on l'a, il peut y avoir un fond qui ne bouge pas, mais au fil du temps, il va évoluer, parce qu'on prend de la maturité, on découvre des choses, on a notre vécu, on a nos expériences, nos erreurs aussi, qui peuvent nous servir de guide. Ce que j'entends, moi, puis ce que je retiens de la rencontre, c'est vraiment de rester connecté à soi-même, d'éviter de se perdre, pas être pris dans une prison en or, pas être pris là, d'avoir de l'extérieur que les gens nous considèrent à grand succès, mais qu'en réalité, on est en train de passer à côté de sa vie. C'est ce que je retiens. C'est ce que je souhaite aux gens de retenir. Puis là, j'ai envie de dire, Harry, juste une petite dernière phrase. Là, j'hésite, mais t'as-tu envie? Puis après, François, prépare-toi-en une aussi, si vous avez le goût, juste pour conclure. Là, une petite dernière phrase, là, si t'as le goût. Là. Vas-y, Ray. Il réfléchit, mon Ray. Mais sinon, moi, je vais y aller. Oui, vas-y, François. Commence. Je vais vous dire que vous êtes tous des obsédés magnifiques et prenez le temps de vous ressourcer dans la méditation à la Ray Dalio. Parfait. Ça, c'est une belle conclusion. François? Sinon, moi, Ray, une belle découverte, un homme de sagesse. Puis qu'est-ce que je retiens de tout cela? À la base, l'homme, la femme est quelqu'un de bien. Il faut essayer de rester comme ça. Tu sais, puis essayer de faire abstraction de tous les événements extérieurs qui peuvent arriver. On est quelqu'un de bien. Donc, on essaye de rester connecté à notre moi, à notre nous, comment qu'on est à la base. Puis bref, Ray, un homme de sagesse. Merci beaucoup, François. Je termine avec ma traditionnelle maxime, parce qu'à chaque épisode, Ray, je fais une petite maxime. Là, j'espère qu'elle va être à la hauteur, parce qu'avec tout ce qui s'était dit... Elle est sûrement à la hauteur parce qu'elle vient de ton cœur. Excellent. Merci, t'es bon pour moi. Donc, celui qui sait bonifier et faire grandir continuellement sa vision repoussera automatiquement ses limites. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon trading.